Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Today Télévision. Bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Après une longue trêve, le Conseil des ministres a repris cette semaine avec la rentrée du nouveau gouvernement piloté cette fois par Mamadi Dioula, présidé par le chef de l'État. Le Conseil a porté essentiellement sur 3 points. Présentation des nouveaux membres, adoption de la loi des finances initiale 2016 et les orientations du président de la République. Le point avec Daouda Mohamed Kamara. C'est en plein air et dans un costume sombre et discret, couvrant une chemise blanche nouée par une cravate noire aux traits blancs, que le porte-parole du gouvernement est revenu en détail sur les points inscrits à l'ordre du jour. D'abord, la solidarité et la communication gouvernementale. Que le Conseil des ministres, en tant qu'instance de décision du gouvernement, consacre la solidarité de ses membres aux décisions issues de ces sessions. Il a précisé que ce principe est également valable dans le cadre de la mise en œuvre de l'action gouvernementale selon les politiques sectorielles. Il a indiqué que la communication gouvernementale doit être coordonnée selon la mise en œuvre de la politique gouvernementale et les directives de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le second point de l'ordre du jour, c'est le point relatif au processus d'adoption de la loi des finances 2016, arrivé un peu tard sur la table des députés. Parlant du budget, les recettes et dons s'élèvent à un peu plus de 13 000 milliards et quant aux dépenses, elles, sont estimées à plus de 14 000 milliards. Donc, un gap à gagner. Le déficit budgétaire qui se dégage des ressources et dépenses de l'État se chiffre à 740 milliards. Il est financé notamment par des concours extérieurs, des bons sur formule et d'autres moyens de désendettement. S'agissant notamment de la réalisation des objectifs de recettes, le ministre a recommandé la mise en œuvre rapide des mesures fiscales et parafiscales adoptées par l'Assemblée nationale et la poursuite des réformes institutionnelles des régies de recettes. Pour son deuxième quinquennat, Alpha Condé attacherait du prix à la lutte contre l'impunité, à la rigueur et à l'amélioration des méthodes de travail. Monsieur le Président de la République a invité les ministres au respect des exigences de la bonne gouvernance dans la conduite de leur mission. Qu'il soit mis fin à l'impunité à tous les niveaux. Le Président de la République a demandé des résultats immédiats dans le cadre de la mise en œuvre des politiques sectorielles. Le chef de l'État a souhaité une amélioration des méthodes de travail au niveau du fonctionnement de l'administration publique et le respect strict des attributions des départements telles que prévues par les textes. Avant de lever le Conseil, d'après Damantan Albert Kamara, le président de la République a invité chacun des ministres à procéder à la déclaration de leurs biens ainsi que ceux de leurs conjoints devant la Cour constitutionnelle. Une mesure valable pour tous les hauts cadres de l'État et les directeurs. Le ministre d'État de la Justice a annoncé cette semaine l'ouverture avant la fin de l'année du procès des massacres du 28 septembre. Le garde des Sceaux guinéen a pris l'engagement que toutes les personnes impliquées dans ces événements seront bientôt traduites devant la justice, quel que soit leur rang social. Maître Cheikh Sako a réitéré sa déclaration sur l'ouverture du procès lors d'une conférence de presse. Suivez. 6 ans après les tristes événements du stade du 28 septembre 2009, les familles des victimes de ces massacres peuvent enfin nourrir l'espoir de voir que justice sera rendue dans ce dossier. Après l'inculpation de plusieurs responsables du CNDD dans cette affaire, dont l'ancien chef de la junte militaire Moussa Dadis Camara, le garde des Sceaux guinéen Maître Cheikh Sako vient de fixer la date du procès de ces atrocités. Le procès des événements du 28 septembre, le dossier est en voie de se clôturer, effectivement, et je pense que ce procès, s'il plaît à Dieu, elle aura lieu en 2016. Mais je ne peux pas vous donner le mois. Mais je vous rassure, en 2016, les choses iront très vite. Beaucoup de gens seront surpris. L'ancien avocat au barreau de Montpellier a réitéré sa volonté à accélérer l'instruction de ce dossier qui, pour lui, ternit l'image du pays. Pour le chef du département d'État chargé de la justice, toutes les personnes impliquées dans ces massacres seront interrogées, quel que soit leur statut social. Il appartient aux avocats des parties civiles de saisir les juges d'instruction pour dire que on pense qu'il y a certaines personnes impliquées dans ce crime de masse qui n'ont pas été entendues. Ensuite, les juges feront leur travail. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, j'ai même été très loin. Il n'y a pas que les anciens membres du CNDD. Voir s'il y a des civils qui sont terrés dans ce pays, qui ont participé peu ou prou à ces malheureux événements qui fait vraiment la honte de la Guinée.
il faut que les juges puissent les interroger, quelle que soit leur qualité. Je l'ai dit, même si c'est des anciens ministres. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, en visite à Conakry il y a quelques mois, avait salué les avancées enregistrées dans la procédure et a rappelé que le 28 septembre 2009, l'armée avait débarqué dans le stade de Conakry pour réprimer dans le sang une manifestation de l'opposition qui, elle, protestait contre certaines velléités du chef de la junte d'alors à se présenter aux élections de 2010. Bilan, près de 160 victimes, une centaine de femmes violées et de nombreux blessés selon l'ONU. Autre chose dans cette rétrospective de la semaine, les travailleurs du programme national d'appui au secteur des filières agricoles PNAF en abrégé ont rencontré cette semaine ceux du département de l'agriculture. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la revue à mi-parcours du projet. Le PNAFA est l'un des plus grands projets du portefeuille du ministère de l'Agriculture avec une bagatelle financière de 77 millions de dollars américains assurés par le FIDA, le Fonds international pour le développement de l'agriculture. Moussa Sifa Kamara. Cette revue à mi-parcours est une occasion pour les responsables du projet PNAFA et le ministère de l'Agriculture d'échanger et de dégager les grandes orientations du programme de développement du secteur agricole. Un projet phare pour le monde paysan et son aboutissement sera un maillon fort pour la sécurité alimentaire. À l'avènement du professeur Alpha Condé, il a pris des engagements de faire que la Guinée soit autosuffisante, atteigne des objectifs du millénaire, à savoir certaines atteintes de sécurité alimentaire, et le PNAFA qui est un projet d'appui aux filières agricoles, est un projet extrêmement important et qui s'inscrit en droite ligne avec la politique, l'ambition et la vision du professeur. Approche filière, approche chaîne de valeur, mais surtout mettre les producteurs au centre même de cet appui. C'est la particularité de ce PNAFA. Tenir compte des préoccupations de toutes les chaînes de production et les avis des bénéficiaires est une nouveauté pour la Guinée et les partenaires au développement. Et le FIDA est un petit peu le précurseur, si vous voulez, d'avoir mis un projet de cette envergure-là en Guinée. C'est la première fois. C'est une approche qui est nouvelle pour le FIDA, une approche qui est nouvelle pour la Guinée, parce que jusqu'à présent, nous avons fonctionné sur une approche production agricole, mais sans tenir compte des différents maillons, une approche chaîne de valeur. Donc c'est en cela que ce projet, il est important que tout le monde se l'approprie et que nous puissions rectifier ce qui n'a pas marché et intégrer également à ce projet les visions nouvelles. Quant au représentant du PNAFA, Abdul Wahab Bari, cette mission est celle de la prospection des activités réalisées afin de faire les propositions concrètes pour le futur. Programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles PNAFA a démarré ses activités en mai 2011, initialement dans les régions administratives de Kankan, Farana, avant de s'étendre sur la Basse-Côte, ensuite dans les 33 préfectures en 2015. Visite de terrain cette semaine du ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire sur le chantier du Grand Marché de Conakry, situé au quartier d'Abondi, dans la commune de Matam. Cet ouvrage se trouve confronté de nos jours à des problèmes d'adaptation des canaux d'évacuation, des eaux de ruissellement et de la gestion des ordures dans ces environs. Le gérant du chantier s'engage à trouver la solution à ce problème le plus rapidement possible. On fait le point avec Saloum Kondé. Bâti sur une superficie de 54 000 m², le chantier du Grand Marché de Conakry, situé à Dabondi, se trouve sur un bassin naturel de retenue d'eau. Pour éviter les débordements des eaux de ruissellement et les ordures en provenance des quartiers environnants pendant la saison des pluies, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire s'est rendu ce mercredi sur le dit chantier pour parler avec les techniciens de l'adaptation des canaux d'eau et de la gestion de ces ordures. Aujourd'hui, il fallait être sur le terrain et avec le cabinet que la société a chargé de faire les études pour pouvoir reprendre les canaux d'évacuation vers la mer, parce que ces canaux ont été faits en tenant compte que ici c'était un bassin naturel de retenue d'eau. Aujourd'hui, ce bassin naturel a été utilisé pour faire ce gigantesque projet. Il faudrait que techniquement nous trouvions de nouvelles solutions
pour pouvoir évacuer l'eau. Vous avez vu sur photo déjà, la saison dernière, la quantité d'eau qui s'est amassée ici et plus de 80 000 mètres cubes d'eau en une heure, c'est excessif pour l'exploitation d'un tel centre commercial. Le maître de cet ouvrage aussi important reconnaît que le site est confronté à un réel problème de retenue d'eau. Nous avons des problèmes d'évacuation d'eau d'ici là. Nous sommes obligés d'agrandir et élargir les caniveaux d'autoroute jusqu'à la mer. C'est ça nos techniciens ont dit. Les populations riveraines, elles, paieront les frais de ces travaux d'adaptation car des habitations seront déguerpies du chantier vers la mer. Notre rapport ici, parce qu'il y a les riverains à côté. Les riverains qui sont là, donc il y a beaucoup de maisons qui vont tomber. Parce qu'il faut qu'on fasse un bassin pour recueillir l'eau. C'est dans ces bassins-là qu'on va faire les caniveaux pour évacuer l'eau jusqu'à la mer. Donc nous, on a fait la sensibilisation de ces riverains-là. Bientôt, on va faire le déguerpissement de ces maisons pour faire le bassin. C'est une visite parmi tant d'autres du ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire qui vise à s'assurer de la bonne exécution des différents chantiers qui relèvent de son département. En prélude du forum d'affaires Maroc-Guinée du 18 janvier prochain, l'agence de la promotion de l'investissement privé APIP a eu un tête-à-tête cette semaine avec des hommes des médias de la place. Objectif, vulgariser la tenue de cette rencontre qui vise à attirer les investisseurs étrangers dans le pays. Al-Sini Diallo. Cette rencontre de Conakry fait suite à la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en février 2014 en Guinée et du Forum économique Guinée-Maroc tenu le 9 septembre dernier à Casablanca. Cette rencontre d'affaires devra permettre aux deux pays de faire l'état des lieux de leurs conventions publiques et privées et de signer de nouveaux accords pour le bonheur des entreprises guinéennes et marocaines. Pour le directeur général de l'Agence de promotion des investissements privés APIP, ce forum est une initiative des autorités de la Troisième République qui a plusieurs sens. Ce forum entre en droite ligne de la volonté du président de la République de favoriser les investissements privés dans ce pays et particulièrement de raffermir les liens de coopération qui existent entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée. Ce forum est fait en collaboration avec la CGEM, la Confédération Générale des Entreprises Marocaines. Et c'est placé sous le haut patronage du président de la République. Pour cette réunion d'affaires du 18 janvier prochain à Conakry, une centaine d'entreprises marocaines y sont attendues. Ces sociétés évoluent notamment dans les secteurs de croissance qu'offre la Guinée comme l'agriculture, la pêche, l'énergie, les mines et les transports. Selon Gabriel Curtis, cette rencontre est une aubaine pour la Guinée pour paraffer certains contrats. Ce forum va nous permettre véritablement de faire l'état des lieux de tous les accords qui ont été signés. Donc il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés, des accords entre le secteur public marocain et le secteur public guinéen, entre le secteur privé marocain et le secteur public guinéen et entre les privés guinéens. Donc ça va nous permettre de faire le point sur tous ces accords, l'état d'avancement. Je pense que dans 60% des cas, tout va bien et dans 40%, il y a des choses, il y a des facteurs bloquants et qu'on va essayer de lever et aussi de raffermir et de travailler aussi sur d'autres axes de coopération et d'investissement entre les deux pays. Au terme de ce forum, les autorités guinéennes espèrent que les ressources nécessaires pour le financement de projets soient mobilisées ainsi que la concrétisation des conventions déjà signées. Débarrasser la Guinée des cliniques clandestines, tel est l'objectif que s'assigne le secrétaire général à la présidence, chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé, en collaboration bien entendu avec l'Ordre national des médecins. Cette semaine, les membres de ces deux structures se sont réunis pour élaborer un plan de travail afin de bien mener l'action sur le terrain. Soirée Bouakar.
La lutte contre l'installation anarchique des centres médicaux dans le pays ne constitue pas en soi une première pour les services spéciaux que dirige le colonel Keboro. En 2011, plus de 300 cliniques et centres de soins ont été démantelés et fermés, ce uniquement dans la ville de Conakry. Mais de nos jours, l'on enregistre un foisonnement des centres de soins illégalement installés et gérés par des professionnels et non professionnels de santé. Pour mettre un terme à cette pratique, les services spéciaux et l'Ordre national des médecins s'unissent pour barrer le chemin aux fossoyeurs. Nous avons décidé avec le colonel Keboro de mettre en place un plan d'action qui va nous permettre d'abord de fermer tous les cabinets médicaux qui ne sont pas agréés par le ministère de la Santé. Ensuite, de recenser et d'identifier tous les médecins par compétence et par qualification, afin de pouvoir leur donner un numéro identifiant qui va nous permettre maintenant de savoir qui fait quoi dans ce pays, est-ce qu'il est autorisé à exercer une telle action, etc. Et enfin, nous allons vérifier si les conditions de la pratique médicale sont requises. Est-ce que le bâtiment qui abrite ce cabinet est apte à l'exercice de la médecine? Cet ensemble de mesures qu'envisage d'appliquer cette nouvelle collaboration serait certes la bienvenue pour les pauvres citoyens qui ne savent plus où donner de la tête. Pour le colonel Moussa Keboro Kamara, la médecine illégale est l'une des causes du taux élevé de la mortalité en Guinée. Il faut que ce soit cadré. Si ce n'est pas cadré, ça devient un tombeau ouvert pour tout le monde. Celui qui va, il ne revient plus. Le cas de Massanta, là, sur 10 cas, 9 cas au cimetière. Sur 10 cas, 9 cas au cimetière. Comment souhaiter que la population guinéenne va croître? Nous, on est encore dans la fourchette de 11 millions. Vous savez pourquoi? Parce que ça meurt tous les jours. Si ce n'est pas les faux médicaments, c'est les faux médecins, ou bien c'est tout ce que nous consommons ici dans le marché. Une prochaine rencontre est prévue mardi à venir pour valider le plan d'action à suivre. 3 mois après l'installation de la nouvelle équipe, Veolia, l'administration générale d'électricité de Guinée a animé un point de presse cette semaine à Conakry. Objectif, faire une rétrospective sur le travail accompli et ouvrir des perspectives pour l'avenir. Lit Mariam Baïdo pour le compte rendu. Devenir un outil au service de développement de la Guinée en améliorant la desserte en électricité, telle est l'ambition de la nouvelle équipe de Veolia installée en Guinée il y a de cela quelques mois. Pour y arriver, la structure se fixe 2 objectifs principaux, notamment créer un service public moderne qui correspond aux attentes des clients. Après 3 mois donc passés à la tête de l'entreprise, le directeur général de l'électricité de Guinée fait le bilan. Notre action depuis notre arrivée s'est fait sentir non seulement dans le domaine de la clientèle, mais bien sûr dans le domaine de la production. Dans le domaine de la production, nous avons entrepris, grâce à l'arrivée de Caleta sur le réseau, qui permet maintenant à la Guinée de disposer de l'énergie dont elle a besoin. Ça nous a permis d'entreprendre l'entretien des autres moyens de production, qui sont beaucoup moins sollicités et que nous pouvons entretenir. C'est une action qui a été entreprise déjà et qui est toujours en cours. Elle va s'étendre dans les mois prochains de manière à ce que tous les moyens de production hydraulique soient prêts lorsque la saison des pluies recommencera. Nous en avons profité pour introduire en Guinée, maintenant que les moyens de production sont suffisants, des notions qui étaient peu connues, comme la réserve tournante, qui permet une meilleure stabilité du réseau, ou le déstockage linéaire, qui permet de passer l'étiage sans coupure. Augustin Loviki annonce aussi dans un bref délai la mise en place des compteurs prépayés. À la demande d'ailleurs du gouvernement, mais qui rejoignait tout à fait nos propres préoccupations, le compteur à prépaiement, parce que, outre que ce compteur permet à chacun de voir par lui-même ce qu'il consomme et de savoir que ce qu'il paye, c'est ce qu'il doit payer, c'est le meilleur moyen de maîtriser sa consommation. Il n'y a pas actuellement d'autres moyens plus modernes, plus fiables et plus simples pour maîtriser la consommation d'électricité. Nous avons fait un premier essai à Kaloum, nous allons tirer des enseignements, nous allons faire un essai à plus grande échelle ailleurs, et ensuite nous aurons un plan de déploiement qui vise à déployer le plus vite possible pour l'ensemble de nos clients le compteur après paiement. Pour réussir le pari, Électricité de Guinée lance un appel à la population.
Il faut payer sa facture et il faut la payer lorsqu'il est temps de la payer et pas en retard. Parce que c'est un acte citoyen et parce qu'il est normal de payer ce que l'on consomme. Et j'en profite aussi pour appeler tout le monde, tous les clients qui sont actuellement connectés de façon frauduleuse, à se mettre en conformité en rejoignant nos agences et en se signalant de manière à ce qu'ils puissent être rentrés dans nos listes de clients sans aucune amende à payer pour s'être connectés illégalement sur le réseau. La facturation des clients au compteur et sa suite logique constituent en soi une volonté de l'entreprise à réduire la fraude dans notre pays. Une zone test située à Kaloum a déjà été ciblée. Cependant, est-ce que la réadaptation de ces compteurs va réussir, sachant que la majorité des citoyens sont pauvres? L'avenir nous édifiera. La semaine qui s'achève, le cours du pétrole a chuté jusqu'à $30 américains. Malgré cette forte diminution du prix, le baril à la pompe reste toujours élevé. Une situation qui irrite certains Guinéens rencontrés par notre rédaction. Du côté de la société civile, on songe à la mise en place d'une commission chargée de rencontrer le gouvernement. Sayoun Kourma. Les automobilistes ou autres ingénistes guinéens ne bénéficient toujours pas de la chute importante du prix du baril de pétrole. Les spécialistes de la bourse ont vu le baril se vendre 3 fois moins cher qu'il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, le baril se vend à $33 US au lieu de $149. C'est son niveau le plus bas depuis 12 ans. Pendant ce temps, les citoyens guinéens n'ont toujours pas constaté la même chute du prix du carburant dans les stations. Dans les rues de la capitale guinéenne, l'indignation est totale chez certains Guinéens. 8500 le prix des carburants, c'est excessivement cher, c'est dangereux pour le peuple. Il faut que ça change. Nous voulons que l'État revienne à 3000 à soit 2750 francs guinéens. En Sierra Leone, le litre de carburant à l'air là c'est 3750 francs guinéens. Lyons, ils veulent le revendre à 1800. Quand vous équivalez ça en francs guinéens, automatiquement ça n'arrive même pas à 3000. Ils vont vous parler que Sénégal c'est tel, Mali c'est tel, mais ce n'est pas des arguments valables, c'est des contre-vérités pour respecter l'État. Nous voulons qu'ils baissent le prix des carburants, ça nous fera très plaisir parce que le transport est excessivement cher. Selon les règles du marché, la flexibilité des prix varie en fonction de celle du prix du baril. Des citoyens interpellent donc le gouvernement sur la nécessité de diminuer le prix à la station. Il s'agit de rappeler le gouvernement de revoir le prix. Ça y va dans les bien-être de la population parce que quand le prix de carburant va chuter, ça va rendre dans tous les aspects, le transport, les prix des choses vont descendre. C'est une question que le gouvernement doit étudier pour faire face. Sincèrement, on doit diminuer. Mais à quelle proportion? Les spécialistes vont s'asseoir, analyser, voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais ce qui est normal aujourd'hui, le prix de baril a chuté depuis combien de temps? Ça est entre 50 et 30 $, même $50, en principe, on doit diminuer le prix de baril. La société civile est consciente de cette diminution qui n'a pas encore eu de répercussions sur les Guinéens, semble cependant optimiste et les négociations, elles, vont bon train. Cette baisse drastique du prix du baril sur le marché international, nous y travaillons. Une commission déjà est en train de préparer tout un document pour interpeller les autorités à tous les niveaux pour qu'une baisse drastique du prix à la pompe puisse être faite pour ne pas que nous essayons d'appauvrir du jour au jour nos millions de populations. Si d'ailleurs la tendance se maintient, des spécialistes avancent que le prix du baril de pétrole pourrait bien atteindre la barre des $20 US au cours des prochains mois. Les travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale ont organisé cette semaine une cérémonie de présentation des vœux du nouvel an. Une occasion mise à profit par les responsables de cette structure de faire le bilan et se projeter vers l'avenir pour rendre l'institution plus opérationnelle dans les années à suivre. Soirée Bouakar. C'est par une minute de silence à la mémoire des collaborateurs décédés durant l'année écoulée que cette cérémonie de présentation de vœux de nouvel an de la CNSS a commencé. Devenue une tradition depuis quelques années, cette rencontre annuelle permet aussi de distinguer les meilleurs travailleurs de la structure. Raison de cet exercice, encourager les autres à être des modèles par la qualité du service rendu. Un but qui ne peut être atteint que par le renforcement des capacités. La direction générale, à travers la DRH, et les autres structures opérationnelles
continuera en 2016 à renforcer la modernisation des méthodes, outils et environnements de travail avec une politique saine d'incitation ou de motivation à toujours plus de performance par les mécanismes de gestion axés sur les résultats. C'est pourquoi nous recommandons d'étoffer davantage, de renforcer cette politique de formation et de renforcement des capacités de notre personnel, car la qualité des prestations servies par notre institution dépend de la qualité des ressources humaines, qui du reste est le capital le plus précieux d'une structure. Une recommandation que la direction générale de la CNSS inscrit en droite ligne de ses objectifs. Ces cadres qui vont être formés ou qui sont déjà formés devront tous contribuer à l'amélioration de la qualité de nos services au profit des assurés sociaux dont les prestations ont été régulièrement servies au cours de l'année écoulée. Mesdames et messieurs, si la gestion de l'assurance maladie fait encore la particularité de notre institution par rapport aux autres de la sous-région, il est utile d'identifier les voies et moyens pour en assurer une meilleure maîtrise des charges. C'est pourquoi il faut saluer la réalisation du centre de diagnostic équipé aujourd'hui d'une dentisterie, d'un laboratoire d'analyse biomédicale, d'une radio numérique et de mammographe. À cela s'ajoute l'arrivée très prochaine de matériel comme le scanner. D'autre part, des travailleurs de la CNSS ont fait valoir leur droit à la retraite. Pour cela, ils ont reçu des satisfecits et des mesures d'accompagnement. Début à Conakry, les travaux sur la gestion du football en Guinée, 48 heures d'enseignement devront permettre aux secrétaires généraux des différents clubs d'être outillés de connaissances pouvant leur permettre de rehausser le niveau de cette discipline sur le plan national. Cette initiative de la Ligue guinéenne de football professionnel, ça à l'Uyambuno. Cette rencontre constitue une des réponses à l'un des nombreux défis de la Ligue guinéenne de football professionnel récemment mise en place. Cette haute instance du football national compte professionnaliser cette discipline. Elle reste cependant consciente que tout doit passer par la formation des acteurs du domaine. Durant les 5 dernières saisons, un décalage remarquable s'est nettement dessiné entre le niveau technique et tactique de notre football et son administration. À tel enseigne que certains observateurs avertis ont même déduit, je cite, en Guinée, le football professionnel se jouait avant son institutionnalisation. Félicitations. C'est justement dans le but de corriger cet état de fait que le bureau exécutif de la Ligue de football professionnel, durant son mandat, projette l'organisation d'une série de formations à travers des ateliers, des séminaires et des conférences qui permettront de remettre l'administration de notre football à un certain niveau de perfection appréciable. Pour cette première étape, ce sont 24 cadres chargés de l'administration du football au niveau des clubs des Ligues 1 et 2 qui bénéficient de ces enseignements. Pendant ces 2 jours de travaux, les échanges porteront sur les premiers outils nécessaires dans l'exécution de leurs tâches. De la connaissance des lois du football, en passant par les règlements des compétitions, la comptabilité, le modèle de rédaction des procès-verbaux, la formalisation des terminologies des contrats et que sais-je encore. Les secrétaires généraux devraient, au sortir de ce premier atelier, être outillés de notions essentielles leur permettant d'exécuter efficacement leurs missions. Au sein de la Fédération guinéenne de football, c'est un sentiment de réjouissance. Je suis d'autant heureux que je voudrais, au nom de la vice-présidente et de l'ensemble des membres du comité exécutif, féliciter la Ligue guinéenne de football professionnel qui a aussitôt réfléchi pour dire qu'on ne peut pas jouer le football professionnel si les acteurs majeurs que vous êtes, les animateurs que vous êtes, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Créée il y a seulement 2 mois, la Ligue guinéenne de football professionnel est cette saison à sa phase expérimentale. Pour cette première échéance, l'instance donne espoir de voir un jour le football guinéen atteindre la perfection. Page noire de cette rétrospective de la semaine, le leader de l'UGDD, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, a regagné sa dernière demeure. Le corps de Georges Gandhi Faragay Tunkara a d'abord été exposé au Palais du Peuple
Pour les derniers hommages, parents, autorités et leaders politiques, tous sont unanimes que l'homme était humble et serviable. Soirée Bouakar. Cette cérémonie du dernier hommage à Georges Gandhi Faraghe Tunkara a été ponctuée par des témoignages pathétiques des proches collaborateurs et la classe politique guinéenne. Tous retiennent de ce monument du léonisme un homme pacifique, courageux, disponible et attentif aux besoins des autres. En réalité, mesdames et messieurs, l'intégrité était la qualité supérieure pour cet homme. La qualité suprême. Nous passerions la journée ici et nous n'épuiserions pas toutes les qualités du défunt. Monsieur Gandhi a accompli avec brio sa part de contrat avec le peuple de Guinée et avec l'école guinéenne. À nous d'accomplir notre part. Candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, les politiques guinéens, toute obédience confondue, gardent de l'homme des très bons souvenirs. Celui que nous pleurons aujourd'hui avait des valeurs et des convictions. Dans un environnement politique où l'inconstance est la chose la mieux partagée, Gandhi était digne de respect. Je garde de lui le souvenir d'un homme droit, honnête et courageux, qui avait l'amour du pays et qui était attaché à la réconciliation de notre pays et à son développement. C'est à la Guinée de l'honorer, puisqu'il a honoré notre pays. Aux Guinéens de perpétuer son combat. À chacun de faire jaillir et entretenir cette flamme pour qu'elle nous guide lorsque nous nous perdons dans les sentiers de la défense des valeurs de la République. Représentant le chef de l'État à cette cérémonie, le Premier ministre Mamadi Youla lui estime que Georges Gandhi Faraghe Tunkara a accompli une œuvre gigantesque au cours de sa vie. Je ne saurais parler de toute son œuvre. Ici aujourd'hui, nous sommes ici simplement pour lui témoigner la reconnaissance du gouvernement guinéen. Au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui nous a délégué une très forte délégation du gouvernement pour témoigner la reconnaissance de la République, la reconnaissance de la Guinée à un de ses dignes fils. Encore une fois, Madame Georges Tunkara, Mesdames et Messieurs les membres de la famille Tunkara, recevez au nom du président de la République, au nom du gouvernement de la République de Guinée, les condoléances les plus attristées, les plus profondes. À côté de leurs frères et sœurs guinéens, les Lions Club de par le monde ont dépêché des délégations pour accompagner Georges Gandhi Faraghe Tunkara à sa dernière demeure. La journaliste, reporter et présentatrice de la radio nationale a regagné aussi cette semaine à sa dernière demeure. Mariama Kouta Diallo a trouvé la mort le vendredi dernier par suite d'intervention chirurgicale dans une clinique privée de la place. Un dernier hommage lui a été rendu à la morgue d'Ignace Dine par ses parents, amis et anciens collaborateurs. Diao Bachir. Ils étaient nombreux dans la cour de la morgue d'Ignace Dine ce mercredi. Parents, amis et collaborateurs pour rendre un dernier hommage à la défunte journaliste Mariama Kouta Diallo. Tous reconnaissent en la présentatrice du journal parlé à la radio nationale une journaliste engagée, une dame qui avait l'amour de son métier. Bon, c'est avec beaucoup d'amertume qu'on a accueilli, puisqu'on s'est séparés jeudi. Moi, elle m'a demandé une permission de 2 semaines, le temps pour elle de faire l'intervention chirurgicale et de se remettre. Et le lendemain, contre toute attente, on m'appelle pour m'annoncer son décès à un moment où je ne m'attendais pas. Je garde d'elle une bonne collaboratrice, une bonne travailleuse déterminée à son poste de travail. La seule chose qui me marque négativement, je me dis que Mariama Kouta fait plus de 20 ans à l'intérieur. Et que Mariama Kouta trouve la mort dans une clinique de quartier. Une journaliste qui présente le journal national. Ça donne de réfléchir. Je me dis que si Mariama Kouta avait bénéficié d'une prise en charge médicale ou d'une assurance maladie, elle serait partie au moins dans une clinique plus ou moins bien équipée.
Pour le doyen Oumar Dieng, journaliste sportif, et Adja Mariama Dubreka Kamara, chef de cabinet au ministère de la Communication, la mort de Mariama Kouta Diallo est une perte énorme pour le monde des médias en Guinée. Une étoile montante qui vient de s'éteindre développe ses collaborateurs. C'est un jour, j'ai eu l'agréable plaisir de la voir quand on était à Accra, accompagnant le Sidi national à la CAN de 2008. Je l'ai vu à l'hôtel des joueurs avec son micro qui appelait le studio. Je dis, ben voilà, c'est maintenant chose faite. Tu es venu au sport et je pense que tu feras du chemin. Et même le jour de son décès, dans la salle de rédaction, je l'ai taquiné. Je lui ai dit, on parle de féminisation, de rajeunissement. Aujourd'hui, tu es la mieux indiquée pour diriger le service des sports. Ce que je retiens de Mariama Kouta Diallo, c'est une femme vraiment assidue. L'une des meilleures présentatrices de l'hôpital m'a parlé à la FTG Coloma. C'est une femme très. Aussi, la consternation était indescriptible pour ses parents qui estiment que c'est un pilier de la famille qui vient de tomber. Mariama Kouta Diallo s'en va donc et sera inhumée ce mercredi après la prière de 14h dans la commune de Matoto. Paix à l'âme de ces deux disparus. Voilà, mesdames et messieurs, ça en est terminé compte de cette rétrospective de la semaine. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Mais d'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes d'Africa Today Télévision. Portez-vous bien.